C'est vrai que quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire, mais si vous voulez, il faut qu'il y ait quand même aussi des bons moments. Or, là, il n'y en avait pas de bons moments, pas du tout. Voilà, donc le problème, il était là. Bienvenue dans le podcast Bonjour Fred. Dans ce podcast, on parle du quotidien de celles et ceux qui aident un proche, ceux que l'on appelle les aidants. Ensemble, on décrypte le tourbillon d'émotions et les sentiments contradictoires qu'on éprouve au quotidien quand on accompagne quelqu'un qu'on aime. On essaye de vous apporter des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler du couple et de ce qu'il se passe lorsqu'on aide une personne dont on est amoureux. Comment conserver une relation de couple au sein d'une relation d'aide ? Que faire quand les sentiments amoureux sont happés par la maladie ? Et comment préserver l'équilibre d'une relation lorsque tout le quotidien est bouleversé ? Jacques a 71 ans. Il a la vingtaine quand il rencontre sa femme Martine en Algérie. On est à la fin des années 1970. C'est il y a bien longtemps. À l'époque, il donne des cours de gestion à Alger. Et donc, je fréquentais son frère avant de la connaître. C'est-à-dire qu'on travaillait dans le même établissement. Et donc, mon ami a invité sa sœur à venir passer des vacances en Algérie. Et donc, sa sœur jouait au tennis. Donc, elle est venue avec une raquette de tennis. Moi aussi, je joue au tennis. On s'est rencontrés, en fait, au départ, sur un terrain de tennis. Au bout d'un an, Jacques rentre en France et il épouse Martine en 1980. À l'époque, Martine est libraire en région parisienne et Jacques décide de passer le CAPES de technologie pour devenir enseignant. Il obtient un poste dans le Gard, alors tous deux décident de s'installer dans le sud de la France. Et déjà à ce moment-là, Martine fait des crises d'épilepsie à cause d'une méningite contractée dans son enfance. C'était une sorte d'épée de Damoclès sur elle parce que, ces crises, ça pouvait survenir n'importe quand. Et donc, par exemple, même elle conduisait, elle avait une voiture, donc elle pouvait avoir une crise même en voiture. Donc, c'était un petit peu dangereux. Et elle pouvait faire des chutes aussi également, si elle était en train de marcher ou dans la rue, etc. Des chutes qui peuvent être dramatiques. L'épilepsie, ça apparaît en général brutalement, à cause d'un dérèglement passager dans l'activité électrique du cerveau. Et les crises peuvent prendre plusieurs formes. On peut s'évanouir soudainement ou avoir des convulsions. Après la naissance de ses deux filles, les crises de Martine deviennent de plus en plus fréquentes et elles multiplient les accidents de voiture. Ils envisagent alors une opération pour traiter les zones de son cerveau touchées par les syndromes d'épilepsie. Donc c'était un cheminement un petit peu important et puis un petit peu délicat parce qu'une opération au cerveau, c'est jamais anodin. Donc il y avait un professeur à Montpellier qui était spécialiste de ce genre d'opération. Donc quelqu'un qui a une renommée nationale, voire internationale, qui a tenté l'opération, sauf que l'opération elle-même s'est pas très bien passée. Pendant l'opération, Martine fait une hémorragie et le médecin ne parvient pas à traiter toutes les zones de son cerveau. Donc à la suite de l'opération qui était en 94, mon épouse est restée hémiplégique. Le côté droit de son corps est donc paralysé. Et donc elle a fréquenté les hôpitaux et les centres de rééducation pendant des années. C'était une période extrêmement difficile aussi pour elle, bien sûr, pour moi aussi, pour les enfants, qui voyaient pas trop souvent leur mère. Le centre est à plus de 100 km du village où habitent Jacques, Martine et leurs deux filles. Au bout de quelques années d'aller-retour, le couple décide de déménager dans une grande ville pour être à proximité des centres de soins. Mon épouse se sentit bien. Elle sortait, à l'époque, elle pouvait sortir toute seule de chez elle, se balader, donc elle allait au marché qui était à 800 mètres de chez nous. Mais la femme de Jacques souffre toujours de crises d'épilepsie. En 2005, elle fait une mauvaise chute et se cogne violemment la tête. Et elle a failli passer, parce que c'était une crise, une hémorragie cérébrale très importante. Mais cette hémorragie a accentué ses problèmes du côté droit, et les problèmes de mémoire qu'elle avait ont été accentués également. Donc problèmes de mémoire et surtout problèmes de psychiatrique, on va dire ça. Donc instabilité du caractère, une sorte de paranoïa et de bipolarité, quoi. À partir de ce moment-là, leur quotidien est bouleversé. Et au fur et à mesure que sa femme perd en autonomie, Jacques a l'impression que leur relation, ainsi que sa place au sein de son couple, se transforme radicalement. J'avais changé de statut, si vous voulez.
Je devais gérer tout parce qu'avant, elle avait, bon, quand même, elle assumait, enfin, bon, on va dire largement toutes les tâches ménagères, d'éducation, etc. Donc, mais c'est après, donc, j'ai eu l'impression que tout me tombait sur le dos, quoi. Voilà, donc j'avais tout à faire, aussi bien m'occuper de l'éducation de nos filles, de la maison, d'elles, faire mon travail. Le déclic, ça a été ça, où je me suis retrouvé, bon voilà, à devoir gérer tous les problèmes et sans y être vraiment préparé. Bon, même si je savais que dès le départ, quand je l'ai connue, que ça allait être difficile, parce qu'elle avait déjà ses problèmes de santé, en fait. Et c'est à partir du moment où les filles ont quitté le foyer que les problèmes se sont aggravés dans notre relation, si vous voulez. Parce que mon épouse a reporté tout son mal-être, en fait, sur moi. Hein, en quelque sorte, puisque j'étais son interlocuteur, on va dire, principal, elle déversait tous ses problèmes sur moi, et donc c'était une pression extrêmement importante. Donc là aussi, si vous voulez, ça a été compliqué pour moi de mener en parallèle mon activité professionnelle et puis m'occuper d'elle. Quand j'étais au lycée, je pensais toujours à elle. Alors souvent, j'étais appelé parce qu'elle avait fait une chute. Il fallait que je rentre à la maison d'urgence. Elle s'est fracturée différentes choses, le coccyx, par exemple, choses comme ça. Donc c'est une période très très difficile parce que j'avais l'impression vis-à-vis de mes collègues dans le lycée que je faisais mal mon boulot, je n'en faisais pas assez. Hein. Et puis vis-à-vis d'elle aussi. Voilà, donc c'était très très compliqué. Et puis il y avait, quand je rentrais à la maison, quand on passait un peu de vacances à la maison, c'est très extrêmement tendu, quoi. Il y avait sans arrêt des engueulades parce que bon, ça se comprend. Si vous voulez, de son côté, elle n'était pas bien. Hein. Elle n'admettait pas d'être handicapée comme elle était parce que c'était quelqu'un de sportif. Et le fait d'être limité physiquement, ça lui a énormément pesé. Voilà. À cette période, Jacques abandonne beaucoup d'activités qui rythmaient sa vie. Il ne fait plus de sport, ne sort plus beaucoup, ne s'investit plus auprès d'associations. J'ai abandonné le tennis pendant plusieurs années, 4 ou 5 ans, j'ai abandonné complètement de faire du sport, etc. J'avais plus envie de rien faire, j'avais perdu, pas à plaindre, mais j'avais perdu un peu de poids parce que je mangeais plus, j'avais plus faim, j'étais complètement déprimé moi aussi, complètement. En entendant la détresse de Jacques, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait l'aide entre conjoints. En quoi c'est différent, par exemple, de l'aide que peut apporter un enfant à son parent qui vieillit. Alors je suis allée voir le sociologue Max Banens. Max est retraité de l'université de Lyon 2 et il continue ses recherches sur le couple, le vieillissement et la dépendance. L'aide est un acte d'amour. Moi, je suis toujours étonné quand je rencontre ces couples-là, par l'amour qui transperce, qui se voit. Dans ses travaux, il parle souvent de ce qu'il appelle la règle du conjoint aidant. La règle du conjoint aidant, c'est que par défaut, quand une personne devient dépendante au sein d'un couple, c'est dans l'immense majorité des cas le conjoint en bonne santé qui aide au quotidien. Cette règle-là est respectée dans tous les couples, y compris les couples très traditionnels. Cette règle-là s'impose avant les autres règles. C'est une règle qui est assez étonnante, à la fois dans sa rigueur et du fait de sa priorité. Alors, la rigueur, ça veut dire que presque personne n'échappe à cette règle. Il y a très peu de couples où le conjoint n'est pas le premier aidant. Alors, ça existe, bien sûr, et presque toujours, ça s'explique par le fait que le conjoint lui-même est dans un état de santé qui ne permet plus d'être le principal aidant. Plus de 70% des couples où un des deux est en situation de dépendance, le conjoint aide et aucun des enfants donne le moindre aide. Donc, c'est une exclusivité, cette règle s'impose avant l'autre règle qui veut que les enfants aident leurs parents en situation de dépendance. Eh bien, cette deuxième règle, elle vient après la première règle. Et le conjoint fera tout pour, dans son esprit, c'est pour préserver les enfants, c'est pour ne pas les solliciter, c'est pour garder aussi l'intimité du couple. Enfin, il y a beaucoup de raisons à cela. Mais en tout cas, la réalité est que cette règle-là, elle est tant que possible exécutée presque en exclusivité. Ce que cette règle implique, c'est qu'il y a autant d'hommes qui aident leur conjointe que de femmes qui aident leur conjoint.
En revanche, ce qu'a observé Max Banens, c'est que l'aide n'est pas du tout vécue de la même manière par une femme et par un homme. C'est assez curieux de voir que là, il y a une différence entre les hommes qui aident leurs femmes et les femmes qui aident les hommes. Les deux le font. Donc, c'est pas en quantité d'aide, c'est pas en disponibilité. Les deux ont la même volonté et la même pratique de l'aide, mais pas le même vécu. Les hommes qui aident leurs femmes, en général, arrivent à une situation qui est mieux vécue par l'homme aidant et la femme aidée que la femme qui aide l'homme. Et la différence vient du rôle protecteur qui est attaché à l'aide. Quand on aide son conjoint, on se place aussi, même involontairement, un peu dans la situation du protecteur de celle qui est devenue dépendante. En 2012, Jacques prend sa retraite. Et la situation devient vite intenable. On a passé beaucoup plus de temps ensemble et là, les problèmes se sont accentués, si vous voulez. Les problèmes étaient terribles parce que, sans arrêt, c'était des disputes, des reproches qui, à moi, me paraissaient toujours infondés. C'était à partir de choses insignifiantes, parfois, hein. Des choses vraiment, des trucs tout bêtes. Par exemple, parce que je faisais la cuisine, bien sûr. Et admettons que, par exemple, je prépare 2 steaks. Elle avait l'impression que je lui donnais toujours, par exemple, le steak le moins bon ou le plus petit, etc. Elle avait toujours l'impression d'être désavantagée, où ça pouvait être d'autres reproches, par exemple, du type, oui, mais toi, tu peux pas savoir ce que je ressens, je suis handicapé, toi, tu peux continuer, par exemple, à jouer au tennis ou faire du vélo, moi, je peux rien faire. Et elle me fait ressentir une sorte de culpabilité parce que j'étais resté relativement en forme. Pour elle, c'était insupportable de me voir faire tout un tas d'activités qu'elle aurait sans doute voulu faire elle-même. Les reproches qu'elle me faisait aussi, c'est-à-dire que je l'aimais pas et que je serais content qu'elle serait morte. Voilà, c'était grosso modo ça. Hein, tu attends qu'une chose, c'est que je meure, etc. Et voilà, comme ça, tu seras tranquille. Voilà, donc elle exprimait ses craintes ou ses doutes comme ça, de cette manière, mais c'était extrêmement violent. J'étais là pour l'aider au maximum, pour faire le maximum avec elle, mais à partir du moment où c'était à sens unique tout le temps, si vous voulez, voilà, le problème c'est que je pouvais plus le supporter, donc c'était extrêmement violent. Cette phrase de Jacques m'a interpellée, parce que cette idée est centrale. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a l'impression que sa relation conjugale n'est plus réciproque. Qu'à ses yeux, à ce moment-là de leur relation, lui et Martine ne forment plus un couple. J'ai commencé à me demander ce qui faisait que 2 personnes étaient un couple et pas seulement 2 personnes qui cohabitent dans la même maison. Alors j'ai appelé Carmen Lemelin. Carmen est chercheuse en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est spécialisée dans les relations de couple chez les personnes âgées et les façons qu'ont la relation d'aide et la relation amoureuse de s'entremêler. Un couple, en fait, ce sont 2 personnes, peu importe leur genre, qui décident ensemble d'échanger de l'affection, de la sécurité, de se soutenir l'un l'autre. Et ça va se faire dans le cadre d'une relation symétrique et bidirectionnelle. Symétrique, ça veut dire que chaque personne au sein du couple a un rôle équivalent. Ils sont donc égaux. Bidirectionnel, ça veut dire qu'on peut renverser les rôles à n'importe quel moment. Concrètement, les 2 membres du couple peuvent à un moment avoir besoin d'aide et à un autre moment donner de l'aide à l'autre personne. Quand on pense au couple proche aidant, c'est là un petit peu que la définition va se modifier puis qu'on voit qu'on n'est pas juste dans un rôle d'amoureux parce que au niveau, dans le fond, de la symétrie, elle n'est pas tout à fait parfaite. On a quelqu'un qui va donner des soins, donc il est l'aidant, qui va donner des soins, du soutien, de la sécurité, et on a l'aidé qui va recevoir tout ça. Et au niveau de la bidirectionnalité, elle est plus difficile à faire. C'est pas qu'elle est impossible, mais le renversement de rôle est plus difficile. Ce qu'explique Carmen, c'est qu'au sein d'un couple, chacun est censé pouvoir apporter et retirer autant de choses. Par exemple, disons que si je passe une mauvaise journée au travail, dans un couple où la symétrie et la bidirectionnalité sont préservées, je peux en parler à mon conjoint en rentrant à la maison. On en discute, on essaye de trouver des solutions ensemble. Et si le lendemain c'est lui qui a un souci avec sa famille, il m'en parlera et je lui apporterai mon point de vue. Symétrie et bidirectionnalité. Mais quand ces 2 paramètres essentiels du couple sont déséquilibrés, c'est là que l'on commence à confondre les rôles d'amoureux et d'aidant. On s'est fait des promesses quand on s'est rencontrés.
Je ne sais pas en France, mais au Québec, on dit qu'on va être là pour le meilleur et pour le pire avec le conjoint. Et là, à partir du moment où le pire arrive, on se dit, mais on doit être là. Mais ce que ne voit pas forcément le conjoint, c'est que faire manger son mari ou sa femme, l'aider à s'habiller ou prendre en charge toutes les tâches ménagères parce que l'autre n'est plus en mesure de le faire, c'est beaucoup plus que ce que le rôle de conjoint prévoit dans une relation où chacun est autonome. Et vouloir assumer toutes ces tâches inédites seul, c'est souvent beaucoup trop. Parce que c'est précisément à ce moment-là que, sans toujours en être bien conscient, on entre dans une relation d'aide. Certains, justement, confondent ces choses-là. Et ils vont embarquer dans un soutien qui est très grand parce que pour eux, c'est normal aussi de le faire. D'ailleurs, les statistiques nous le confirment. Les conjoints sont ceux qui investissent le plus de temps, qui font le plus de tâches, qui s'épuisent le plus et qui attendent le plus longtemps avant d'aller vers de l'hébergement ou de demander de l'aide. L'idée selon laquelle c'est compliqué pour les conjoints de demander de l'aide, Max Banens m'en a aussi parlé. Et il m'a dit que non seulement les conjoints retardent beaucoup la demande d'aide extérieure, que ce soit pour préserver leur intimité ou par honte de ne pas réussir à tout assumer, mais que l'entourage a aussi tendance à ne pas proposer leur aide spontanément. Je pense que les enfants, parce qu'on parle surtout des enfants, les enfants et un peu les beaux enfants, hésitent à apporter leur aide si c'est pas demandé. Et ça, pour respecter le choix du couple, pour respecter l'intimité du couple, pour rester un peu en réserve. Et d'ailleurs, ça continue un peu le rapport que les enfants ont avec leurs parents tant que les parents sont en couple. Les enfants restent en général relativement réservés sur tous les choix de couple, surtout et encore plus sur l'intimité du couple. Enfin, les enfants ne veulent rien savoir de l'intimité de leurs parents. Alors, il y a des tâches qui se délèguent plus facilement que d'autres. Par exemple, les tâches très instrumentales, comme faire les courses, par exemple, ou accompagner quelqu'un vers le médecin, parce que voilà, on a besoin de l'accompagner et soi-même, on se déplace difficilement. Alors, on demande à quelqu'un, ça pose pas de problème psychologique de le faire. Et d'autres tâches très techniques non plus. Et c'est surtout le cas de la toilette. On voit assez vite que les couples sont prêts à faire venir une infirmière pour faire la toilette parce que c'est à la fois physique, souvent c'est très physique, et c'est aussi un peu technique. Et donc, voilà, on accepte de dire que ça, je ne peux pas le faire, je laisse faire, c'est très bien. Mais toutes les autres tâches, eh bien, on a du mal à dire, voilà, je ne suis pas suffisant, je dois faire appel à d'autres. Et puis, il y a aussi la gêne ou même un peu la protection du couple contre d'autres intrusions. On aime bien rester entre soi et on ne demande pas trop aux autres d'intervenir dans ces tâches-là, y compris ses enfants. Cet isolement, l'impression de ne pas pouvoir compter sur un réseau de soutien pour pouvoir partager l'aide, c'est ce qu'a vécu Jacques après l'opération de sa femme, lorsqu'elle est devenue hémiplégique et qu'ils habitaient toujours à la campagne dans le sud de la France. Il m'a raconté qu'il avait été surpris par le comportement de leurs amis. J'étais entouré, mais disons, le nombre de personnes qui m'entouraient était très, très, très limité. Et donc, c'était 2 personnes, en fait, deux couples. Donc, j'aimais bien et donc avec qui j'ai encore gardé des contacts. C'était, je sentais qu'il y avait des amis, mais je pouvais pas non plus leur demander trop parce que j'ai l'impression qu'ils réalisaient pas quand même l'ampleur de ce qui se passait. Enfin, on avait pas mal d'amis à l'époque. Il y a beaucoup d'amis qu'on n'a plus jamais revus. À partir du moment où il y a eu l'opération, mon épouse a eu ses problèmes. Donc, il y a eu un vide qui s'est créé autour de nous, du fait de son handicap, qui faisait peur aussi aux gens. Là, ils avaient peur, ils savaient pas comment réagir, etc. à l'époque. Donc, c'était un peu dur à supporter ça. Carmen Lemelin m'a confirmé cette difficulté, à la fois pour l'entourage de proposer de l'aide par peur de déranger la bulle d'intimité du couple, et la difficulté du couple à en demander. Certains m'ont déjà dit, j'ai comme peur qu'ils me disent non, finalement, que je me retrouve, que j'aime autant me débrouiller par mes propres moyens. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu de refus en tant que tel, là. Alors, elle conseille aux couples qui la consultent d'y aller petit à petit vis-à-vis d'un entourage souvent effrayé par la maladie. Oser prendre le téléphone puis faire des petits coucous. Leur demander, eux, ils vont comment? Pour leur montrer qu'on est comme capable. Oui, peut-être qu'un jour, on aura besoin de discuter puis de ventiler de la maladie, mais ça sera peut-être pas toujours ça. On demeure le même humain malgré la maladie.
Après plusieurs années de retraite rythmées par des disputes, Jacques a de plus en plus de mal à vivre au quotidien aux côtés de son épouse. J'avais peur d'exploser, si vous voulez, de devenir violent moi aussi quand on me disait des choses comme ça. Alors je partais un petit peu faire un tour en ville ou ailleurs. Quand les disputes dégénèrent, il essaye de s'aérer. Il sort de la maison pour faire un tour et se calmer. Mais bientôt, il n'y arrive plus et il ne voit qu'une solution pour s'en sortir. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai décidé, c'est qu'on se sépare. J'avais l'impression que le fait qu'on cohabite, c'était plus nocif qu'autre chose. C'est-à-dire que je ne voulais pas l'abandonner, mais je voulais prendre un peu une respiration plus importante que ce que je faisais en sortant de temps en temps de chez moi, parce que le reste du temps, c'était 24 heures sur 24, quoi, voilà. J'ai choisi cette solution, après elle l'a acceptée, de se séparer, de vivre chacun dans un appartement différent. Et donc, on n'a pas divorcé, mais bon, je lui ai demandé ce qu'on appelle une séparation de corps. Et donc, ça a été prononcé par un juge. Mais bien sûr, j'avais pris implicitement et même explicitement l'engagement de continuer à m'occuper d'elle. J'ai demandé à Jacques quelle avait été la réaction des gens autour de lui. Il m'a répondu que sa famille avait tout de suite compris. Ils lui ont même dit que c'était la bonne décision à prendre. Finalement, celui qui a eu le plus de mal à vivre avec cette décision, c'est Jacques lui-même. C'est quand même un peu angoissant de se dire qu'on va laisser une personne qui est handicapée, qui peut avoir des problèmes, qui peut avoir même dans la nuit des problèmes. Par exemple, elle se lève pour aller aux toilettes et elle peut tomber. Donc voilà. Donc c'était un peu angoissant pour moi et même encore aujourd'hui, j'avoue que j'ai parfois cette impression parce que des fois, elle-même me le fait sentir ça, hein. Encore, quand je vais la voir, elle me dit « Ouais, mais tu m'as abandonné. » Enfin bon, elle ne le dit pas explicitement, mais c'est ça qu'elle veut dire, quoi. Je suis retournée voir Carmen Lemelin. Je lui ai raconté l'histoire de Jacques et elle m'a expliqué que la relation d'aide dans le couple pouvait effectivement déclencher une perte d'identité pour l'aidant. Parce que quand on passe d'un partage des tâches équilibré, de conversations épanouissantes, à un travail 24 heures sur 24 dans la maison et une assistance à sens unique pour son conjoint. En faisant ça, on en vient à remettre en question un peu notre identité, là. Les gens, les aidants réalisent qu'à un moment donné, ils sont à peu près que l'aidant de leur conjoint. Ça devient même difficile pour eux de se percevoir encore comme l'amoureux parce que ça prend trop de place. Carmen m'a aussi dit que quand une relation d'aide dure dans le temps, le conjoint aidant a plus tendance à fatiguer psychologiquement et physiquement. J'ai déjà eu des conjoints aidants, par exemple, ça faisait 10 ans qui aidait une conjointe aux prises avec l'Alzheimer. C'est long, 10 ans, une décennie d'aide, puis c'était pas encore terminé. Et c'est d'autant plus long, selon elle, dans le cas d'une maladie qui a pu modifier la personnalité du conjoint aidé. Donc, à un moment donné, on se questionne sur qui est cette personne-là devant nous qui se transforme. Et ça fait en sorte que les gens se questionnent sur est-ce que je veux être encore amoureux de cette personne-là à cause de la longueur de toutes les pertes que la personne vit. Carmen parle de transformations qui peuvent parfois être spectaculaires. Un conjoint qui pouvait avoir un grand sens de l'humour et qui, sous l'effet de la maladie, devient quelqu'un de rigoureux, sérieux, qui critique tout. Et là, ils disent moi, je ne serais jamais tombée amoureuse de quelqu'un comme ça. Donc, au nom de qu'est-ce qui a été la relation, je veux poursuivre mon rôle d'aidant, mais je suis plus sûre que ça répond à mes besoins affectifs d'amoureux. Parfois, quand le point de non-retour n'est pas encore atteint dans leur relation, mais que l'aide commence à prendre trop de place à leurs yeux, certains conjoints aidants, désemparés, consultent Carmen pour essayer de sauver la relation amoureuse. Un des problèmes que peuvent rencontrer ces couples, c'est qu'ils ne font plus d'activités en commun. Ils ne parlent que de la maladie, s'occupent de la maison, des papiers, et ne font rien d'agréable ensemble. Alors avec eux, Carmen essaye de trouver des parades. Par exemple, elle leur demande à quoi ressemblaient leurs loisirs quand ils étaient plus jeunes. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui vous animait? On jouait aux cartes, puis dans le fond, avec d'autres couples d'amis, puis c'était le fun. Est-ce qu'on peut rejouer aux cartes en couple? Pour juste penser, par exemple, quand on fait des activités, surtout si on est avec une personne qui a un trouble neurocognitif, il ne faut peut-être pas être trop rigoureux sur les règles. C'est pas grave, dans le fond, si on joue à la bataille, puis qu'il y en a un qui ne se rend pas compte que le valet, il ne bat pas la dame. Puis l'idée, c'est qu'on a joué ensemble, puis on a eu du plaisir ensemble. Ce que m'a expliqué Carmen, c'est que les activités et les projets sont le ciment du couple. Et même si à cause de la maladie, on ne peut plus jouer aux cartes, voyager ou louer un chalet pour toute la famille et y passer des vacances, un projet, ça peut être aussi simple que de décider que le mercredi après-midi, on va aller jardiner ensemble, et peut-être même avec ses petits-enfants.
Elle donne aussi des conseils à ses patients pour maintenir les gestes du quotidien d'amoureux qui peuvent parfois être difficiles à conserver. Par exemple, quand on a dû installer un lit médicalisé une place et qu'on ne dort plus ensemble. Je me rappelle, entre autres, une dame dont le monsieur a eu un déambulateur et eux avaient l'habitude de prendre de longues marches main dans la main. Pour elle, c'était un gros deuil de ne pas pouvoir lui donner la main parce qu'il devait garder les mains sur le déambulateur. Alors, on regardait avec elle comment elle pouvait garder un contact physique avec son conjoint. Carmen lui propose alors de passer le bras autour de son mari et de marcher ainsi, presque collés l'un à l'autre. Contre la maladie, ça aide à rester proche aussi. Après leur séparation, Jacques a continué à aller voir sa femme presque tous les jours. Maintenant, elle a, une téléalarme. Puis après, les numéros de téléphone, moi, je suis le premier sur la liste. Quand elle a un souci, je vais la voir. Souvent, je suis allé au milieu de la nuit parce qu'elle était tombée, parce qu'elle avait un problème, je suis allé la voir. Donc, c'est pas un souci, donc je peux le faire, ça. Mais il explique que son quotidien est transformé. Là, j'ai repris le tennis. J'ai fait des tournois. Je suis capitaine de l'équipe de plus de 65 ans de mon club. Après, je m'étais engagé dans cette association d'artisans du monde. Donc, j'ai été un militant très actif de cette association. Je me suis un peu épanoui. C'est des choses que j'aurais voulu faire toute ma vie et que j'ai pas pu faire parce que quand j'étais enseignant et que j'avais nos filles, qu'elle était, elle, soit en centre de rééducation, soit à l'hôpital, c'était impossible. Donc là, voilà, donc je fais des choses qui me plaisent et je me sens bien. Mais des fois, j'ai un peu honte de me dire, je sens bien, mais elle est pas bien. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de lui en parler. Je vais pas lui en parler parce que ça lui fait envie, quoi. Voilà. J'ai demandé à Jacques ce qu'il fait avec Martine quand il va lui rendre visite. On se loue un film, on regarde l'après-midi. Je choisis les films qui, je sais, qui vont lui plaire. Ou alors, s'il fait beau, on va se balader. Et elle a aussi un vélo assistance électrique, une sorte de tricycle. Donc, quand il fait beau, on va faire un petit tour autour de chez elle, dans les petites rues, parce qu'elles sont tranquilles. J'essaie de faire des choses sympathiques avec elle, agréables, qui changent les idées de son quotidien. Et c'est vrai que grâce aux aides ménagères et à l'assistance qu'elle a, les choses qui sont peut-être moins faciles à faire, c'est d'autres personnes qui s'en chargent. Et moi, je suis plus disponible pour faire des choses qui sont plus sympathiques avec elle, qui lui donnent un petit peu de joie de vivre. J'espère. C'est vrai que je veux pas m'arrêter là, mais on est mariés, etc. Donc il y a ces liens. Et en fait, ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la relation qu'on a entre les gens. C'est pas le cadre juridique, etc. Donc peu importe qu'on soit séparés, que ce soit un divorce ou une séparation de biens. Ce qui compte, c'est que je sois attentif à ce qu'elle a besoin et qu'on ait une autre relation. De l'amour, c'est plus de l'amour, effectivement, c'est autre chose. C'est une sorte de tendresse pour elle, c'est une sorte de compréhension, d'empathie, même si c'est difficile. On peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a ses pathologies, voilà, qui a ses problèmes. C'est très difficile. Mais je pense que j'ai beaucoup plus de capacité d'empathie maintenant que quand je vivais 24 heures sur 24 avec elle. Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Clara Garnier-Amouroux a mené les interviews et assuré l'écriture de cette série. Clément Bélanger était à la réalisation et il a aussi composé la musique. Merci à Jacques, Carmen et Max de nous avoir accordé leur temps. Si vous avez envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!